Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans ce cours, on va voir la biologie du sol. On va suivre le plan suivant. Après une introduction, donc on va voir la classification des organismes des sols selon leur taille, l'ordre de grandeur de ces organismes, la biodiversité, les fonctions biologiques du sol, la microflore, la faune, leur rôle et leur régime alimentaire. On va faire un zoom sur les vers de terre et on va voir le point sur leur indication de fertilité. Et puis le dernier point, c'est la vie des sols et interaction des organismes. L'introduction. Le sol, c'est un milieu vivant dans lequel se développe une multitude d'organismes variés appartenant à tous les règnes du vivant. Donc, on va trouver des bactéries, des champignons, des algues, des parties souterraines des plantes, ainsi qu'une faune très variée et allant des plus petits, des protozoaires, des bactéries, aux mammifères. Donc, le sol, c'est un milieu vivant et on va trouver une microflore et on va trouver une faune qui se développe sur ce sol. L'ensemble de ces organismes fait partie intégrante du système sol et participe par son activité à la formation et à l'évolution des sols. Donc, il joue un rôle très important dans le sol, l'activité biologique de ces organismes. Donc, d'où la qualité du sol, il dépend en grande partie de cette activité. Il dépend de l'activité, de la diversité et de l'équilibre qui existe entre les différents organismes vivants qui les composent. En effet, la fertilité biologique, il influe sur la fertilité chimique et également sur la fertilité physique. Donc, sur la fertilité chimique, il va influencer sur la quantité de matière organique, sur la disponibilité des éléments nutritifs. Donc, on verra ça au fur et à mesure du cours. Et donc, du plus grand au plus petit, chaque organisme, il remplit des fonctions primordiales à la vie du sol et donc à celle des plantes. Et donc, on va voir quels sont ces habitants du sol, quels sont leurs rôles et leurs interactions. Donc, ce cours-là, il va traiter les habitants du sol, ces organismes-là, leur rôle et leur interaction. Alors, dans un sol vivant, on peut voir différents organismes et différents groupes. Alors, par exemple, ici, on a les insectes, les myriapodes qui font partie des arthropodes. Et vous avez ici les nématodes, ce sont les vers qui sont ronds. On a les protozoaires, comme les amibes, par exemple, ce sont les êtres unicellulaires. Donc, ils sont très petits, ils sont microscopiques. On a ici les lombriques, ce sont les vers de terre. Les vers de terre qui sont métamérisés, qui ont un corps métamérisé, annélissant, donc ils font partie des annélides. On trouve les actinomycètes, ce sont les êtres, les organismes contre les bactéries et les champignons. On trouve les bactéries qui sont microscopiques et on trouve les champignons. Donc, dans un sol vivant, on trouve différents organismes il y en a ceux qui forment la microflore, d'autres qui forment la faune. Alors, la classification des organismes des sols selon leur taille. Donc, comme ici, donc on peut remarquer, vous avez des micro-organismes ou bien microflore et vous avez ici une faune. Vous avez la microfaune selon la taille, donc de plus petit au plus grand ici. Vous avez la microfaune, la mésofaune, macrofaune et mégafaune. Donc, dans la microflore, ici, vous avez les bactéries, les champignons, les actinomycètes. Le diamètre, il est inférieur à 10 micromètres. Vous voyez donc ici, vous avez une échelle graduée. Et là, vous avez inférieur à 10. Vous trouverez donc ici les champignons et les bactéries. Alors, la microfaune comprend les protozoaires, ici les protozoaires et les nématodes. On a une taille comprise entre 10 et 200 micromètres. La mésofaune, donc la faune un peu plus grande,
comprendre. Donc ici, on a des représentants de cette mésofaune. Vous avez les acariens et vous avez les collemboles. La taille, il est compris entre 200 micromètres et 2 millimètres. Et après, vous avez le macrofaune et le mégafaune, la taille supérieure à 2 millimètres. Donc, on peut les observer à l'œil nu, comme les vers de terre ici, comme vous avez les vers de terre, les larves des insectes, les myriapodes, et vous avez les limaces également. Et plusieurs autres espèces. Donc ici, selon la taille, on a une microflore qui représente les bactéries, les champignons, les représentants. Et vous avez une faune répartie en microfaune, mésofaune, macrofaune et mégafaune. Donc la microfaune, la mésofaune et la macrofaune, ici représentée, la mégafaune également, font partie donc des organismes de la faune qui vivent soit à la surface du sol, soit à l'intérieur du sol. Et vous avez des tailles variables, ceux qui sont vus à la loupe, comme par exemple les acariens, ceux qui sont vus à l'œil nu, comme par exemple les vers de terre. Et ceux pour la microflore, et également les protozoaires, on les voit au microscope. Ils sont de taille très petite. Donc, on a des micro-organismes de taille microscopique, d'autres qui sont visibles à l'œil nu. On a donc une variante d'organismes qui vivent dans le sol, de plus petits au plus grands. Alors, deuxième point, l'ordre de grandeur de ces organismes, c'est-à-dire la quantité et l'abondance de ces organismes dans le sol. Alors, l'ordre de grandeur en effectif de ces organismes, les plus petits que l'on trouve dans un gramme de sol, elle est considérable. C'est-à-dire, pour la microflore, par exemple, pour les bactéries, vous allez trouver on peut trouver dans 1 gramme de sol 10 puissance 6 à 10 puissance 9. Pour les champignons, on peut trouver de 10 puissance 4 jusqu'à 10 puissance 6. Donc la microflore, c'est celle qui se trouve en abondance dans le sol, dans 1 gramme de sol. Si vous voulez, en moyenne pour la faune, dans 1 gramme de sol, on va pouvoir voir plusieurs centaines de mille. Donc, la faune est moins importante que la microflore. Mais ces valeurs-là que je donne, ce sont des valeurs qui varient énormément en fonction de la nature du sol, en fonction du climat et de la profondeur. La plupart des organismes qui vivent à proximité de la surface du sol, là où se concentrent leurs ressources trophiques. Donc, la plupart, on va les trouver à la surface, mais quand même, on va trouver pas mal d'organismes à l'intérieur du sol. Donc, ces organismes qui vivent dans le sol, donc il y en a ceux qu'on observe à l'œil nu, d'autres à la loupe, d'autres qui sont microscopiques. Alors, par exemple, à l'œil nu, on peut voir, donc nous avons dit que nous avons des tailles variables, ceux qui sont visibles à l'œil nu. À l'œil nu, par exemple, on peut voir des vers de terre, des mille-pattes, des carabes, des fourmis. Par exemple, ici, vous avez des insectes araignées, donc on a des vers de terre, des larves d'insectes également. Les mollusques, les araignées et les autres insectes, on compte par dizaines. Les vers de terre et les larves d'insectes par vingtaines. Alors, à la loupe, on peut voir, on peut observer à la loupe des collemboles, des nématodes qui sont un peu plus petites et dont on compte par milliers. Donc, on peut voir des collemboles, des acariens, des nématodes. Les collemboles et les acariens par milliers, les nématodes par dizaines de milliers, un peu plus grands. Et au microscope, on voit des champignons et des bactéries et qui on compte par des millions. Donc, comme vous pouvez constater, plus les organismes sont de grande taille, plus on compte le nombre il est petit. Plus ils sont petits, plus le nombre il est important. Donc, les organismes du sol, donc on peut voir de plus grands au plus petits au microscope.
Et la majeure partie des espèces qui existent dans le sol ne sont pas encore identifiées, comme on va remarquer dans cette figure-là. Donc, comme vous voyez, donc ici, vous avez le nombre d'espèces multiplié par 10 puissance 3, et là, vous avez les organismes qui vivent dans le sol et par comparaison, les plantes vasculaires. Donc, en bleu, ce sont les espèces connues, et ici, en vert, les espèces inconnues. Par exemple, donc, les plantes, ce sont eux qui ont une taille importante, comme vous voyez donc ici, de quelques centimètres à des mètres. Donc, suivi des vers de terre les plus grands, les termites, les fourmis, puis vous avez les collemboles, les acariens, les nématodes, les protozoaires, les bactéries, les champignons. Comme vous voyez donc ici, toutes ces espèces-là, comme vous voyez, on a une partie qui est connue, c'est-à-dire on a identifié les espèces, ils sont connus, et d'autres espèces qui ne sont pas connues. Par exemple, chez les acariens, vous voyez ici la moitié, les nématodes plus que la moitié, les protozoaires, juste une très petite quantité d'espèces qui sont connues. Pour les bactéries, ici, presque plus que la moitié, les champignons, la moitié. On voit donc ici la majeure partie des espèces du sol, il reste à identifier. Au niveau je parle des organismes qui vivent dans le sol. Donc, on considère qu'un quart de la biodiversité mondiale, il réside dans le sol, mais il est encore insuffisamment connu. Donc, malheureusement, vous avez une grande part de la biodiversité qui réside dans le sol, la plupart des espèces ne sont pas encore connues dans le sol. Donc, on continue sur cet ordre de grandeur. En ce qui concerne l'abondance de ces organismes, combien y a-t-il d'organismes par gramme de sol, par centimètre cube? Donc, 1 centimètre cube de terre, il peut contenir 10 millions à 10 milliards de bactéries. Vous voyez, donc une quantité très importante pour les bactéries. 1 million de germes de champignons, 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, 10 à 10 000 d'algues, et vous avez 1000 à 1 million de protozoaires. Donc, pour les nématodes, 50 à 100 nématodes et inférieur à 1 collembole. Donc, les nématodes, par rapport aux autres organismes et les collemboles, sont en quantité inférieure. Donc, on estime entre 10 puissance 30 et 10 puissance 32 le nombre total de bactéries sur Terre. C'est-à-dire que vous avez un homme de 80 kg, il transporte en permanence avec lui 1,5 kg de bactéries. Donc, ce sont les bactéries qui sont les plus abondantes dans le sol. Alors, si on prend en proportion, on va trouver, ici vous avez la proportion des organismes, les unes par rapport aux autres, vous allez trouver 38% pour les bactéries, les actinomycètes. On a 28% pour les champignons et les algues et 22% pour les vers de terre. Donc, après les bactéries et les champignons, ce sont les vers de terre qui sont les plus abondants. 22%. Vous avez 6% pour les protozoaires et les nématodes et 6% pour les autres animaux. Donc, si on a la microflore ici, si vous voulez, la microflore représente ici 76%. Rien que pour les bactéries, les champignons, les actinomycètes et les algues. Pardon, 67. On a 67%. Et 22% pour les bactéries, 12% pour les autres organismes. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez une estimation sur l'abondance des organismes. Vous voyez, donc les bactéries, les champignons sont les plus abondants dans le sol par rapport aux autres micro-organismes. Et c'est normal, ils sont de petite taille. Les autres organismes sont de grande taille, ils sont moins nombreux. Donc, le troisième point, c'est la biodiversité des sols. Vous avez donc des milliers d'espèces dans le sol. Et que représente cette biodiversité? Donc, le sol, c'est un support de la biodiversité
entre les espèces, on y trouve des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes, des colemboles et des vers de terre. Donc, à l'intérieur des bactéries, on va trouver plusieurs espèces. À l'intérieur des champignons, on va trouver plusieurs espèces, etc. Donc, vous avez des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes, des colemboles, des vers de terre. Et chacun de ces groupes-là, il va regrouper plusieurs espèces. Vous avez ici un tableau qui estime un peu le nombre d'espèces connues et le nombre total d'espèces pour différents groupes d'organismes du sol pour comparaison les vertébrés. Alors pour les bactéries, le nombre d'espèces qui ont été décrites, 4000 espèces. La valeur la plus haute du nombre d'espèces totales estimée, 3 millions. La valeur la plus basse du nombre d'espèces de bactéries, c'est 400 000. Donc, vous avez un nombre de 3 10 puissance 6 de nombre total d'espèces estimées. Et 4000 qui ont été décrites. Au sein des champignons, vous avez 70 000 espèces décrites. Alors, 1,5 million d'espèces, c'est-à-dire la valeur la plus haute du nombre d'espèces estimées. Et vous avez 1 million, la valeur la plus basse du nombre d'espèces totales estimées. Pour les protozoaires, vous avez le nombre d'espèces décrites 40 000. La valeur la plus haute du nombre d'espèces totales estimées, 200 000. Et la valeur la plus basse du nombre d'espèces totales estimées, 100 000. Pour les lombriques, vous avez le nombre d'espèces décrites, 4 000. Environ 8 000, la valeur la plus haute du nombre d'espèces totales estimées, et 8 000, la valeur la plus basse du nombre total estimé. Pour les vertébrés, par comparaison, vous avez ici 45 000 de nombre d'espèces décrites, environ 5 000 pour la valeur la plus haute et la plus basse d'espèces totales estimées. Donc, comme vous voyez, par rapport aux vertébrés, vous avez pour les bactéries 4000, c'est un nombre qui est donc le nombre d'espèces décrites inférieur. Comme on a dit, la plupart des espèces du sol ne sont pas encore décrites. Donc, ce qui est donc essentiel ici de voir, c'est que vous avez une biodiversité. Vous avez donc différentes espèces au sein de chaque. Par exemple, comme donc nous avons vu, 4000 à 100 000 espèces de bactéries dans 1 gramme de sol, 2000 espèces de champignons saprophages. Pour les invertébrés, donc vous avez, si on prend 1000 espèces d'invertébrés, vous allez trouver 400-500 acariens, 60 à 80 colemboles, 90 nématodes, 60 protozoaires, 2 à 30 amphitréides, 10 à 12 lombriciens et 15 diplopodes. Donc vous avez une multitude d'espèces dans 1 gramme de sol. Et ce sont des espèces qui présentent donc un assemblage adapté au climat et au sol selon la texture, le pH, la perméabilité et l'hydromorphie. C'est-à-dire vous allez trouver chaque sol, vous allez trouver un ensemble d'espèces adaptées à ce sol-là, selon la texture, le pH, etc., l'hygrométrie, etc. Donc, et puis la richesse d'un sol en micro-organismes, il va dépendre de plusieurs facteurs. On va trouver donc trouver un sol qui est pauvre en espèces et un sol qui est riche en espèces. Donc la fertilité biologique, elle dépend de plusieurs facteurs qu'on verra par la suite. Donc la biodiversité du sol correspond à une diversité spécifique et génétique. Si on prend par exemple un sol de prairie, nous allons trouver que la matière organique représente 5% par rapport à la matière minérale. Et au sein de cette faible proportion, on a les organismes du sol représentent 5%. Donc, au sein de 5%, on va trouver 67% pour la microflore et 33% pour la faune. Alors, si on prend donc en moyenne sous un hectare de prairie,
La composante biologie des sols représente 0,25% de la masse d'un sol de prairie. La faune du sol, des centaines d'espèces, des millions d'individus, ce qui correspond à 0,5 à 2 tonnes par hectare. Pour les micro-organismes, des millions d'espèces, des milliards d'espèces, ce qui correspond à 1 à 4 tonnes par hectare. Donc, toutes ces formes de vie sont reliées entre elles par une diversité de réseaux trophiques. Donc, la faune et la microfaune viennent du sol. Ils forment des systèmes complexes, interactifs dans le temps et dans l'espace. Donc, nous avons une diversité spécifique et génétique et qui correspond à une diversité fonctionnelle. Donc, on va voir les fonctions biologiques du sol qui représentées par cette biodiversité spécifique. Donc, au sein de cette biodiversité, nous avons diverses également fonctions. On a des ingénieurs chimiques, on a des ingénieurs physiques, on a des régulateurs de population. Les ingénieurs chimiques, ils vont pouvoir assurer le recyclage des nutriments, la biodisponibilité en éléments minéraux comme l'azote, le phosphore, etc., la transformation du carbone, décomposition et humification de la matière organique. Pour les ingénieurs physiques, ils vont assurer la maintenance de la structure du sol, qui est liée à la rétention en eau, la fourniture d'habitat, etc. Et les régulateurs de population qui donc vont contrôler les bioagresseurs. Donc, comme vous voyez, vous avez une biodiversité spécifique et une biodiversité fonctionnelle. Donc, on a des fonctions biologiques des sols, trois grandes fonctions, la dégradation, le recyclage des matières organiques, la structuration des sols et la régulation des populations des organismes. Donc, il existe un réseau trophique complexe au sein du sol. À travers ce réseau-là, vous avez la structuration des sols et la régulation des populations. Donc, on a ici, dans cette figure, il montre en gros un petit peu le réseau trophique qui existe entre les organismes lors de la décomposition de la matière organique. Donc, on a une litière, donc on a une matière organique morte et il va être décomposé ou bien dégradé par des détritivores et par des champignons. Alors, les détritivores, ce sont les consommateurs primaires. Ce sont eux qui vont amorcer la dégradation de la matière organique. Ils vont la fragmenter. Et après, il va être fini par les champignons et les bactéries, par la microflore. Donc, la microflore, ils vont assurer l'humification et la minéralisation de la matière organique. Vous avez donc la minéralisation et les minéraux qui vont assurer la nutrition des plantes. Et vous avez une partie de matière organique qui va partir pour la fabrication du sol, pour l'humus et donc la structuration du sol. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il existe des prédateurs dans le sol et donc qui vont consommer et qui vont donc attaquer les champignons et qui vont se nourrir des champignons et des bactéries. Comme les détritivores également, ils peuvent consommer les prédateurs. Donc, il existe un réseau trophique complexe au sein du sol lors de l'humification, lors de la minéralisation de la matière organique. Enfin, donc, il existe, si vous voulez, une coopération entre de nombreux organismes. Ils s'entraident entre eux. Il y a ceux qui vont fractionner et décomposer la matière organique, c'est la mésofaune et la macrofaune. Et puis, il y a ceux qui vont assurer la minéralisation et le recyclage des éléments nutritifs. Ce sont donc principalement les micro-organismes. Donc, on rôle et régime alimentaire de la microflore. Donc, si on prend donc ici les bactéries, on va voir ici seulement la partie
le rôle et le régime alimentaire. Donc, les bactéries, ils sont indispensables au fonctionnement des cycles du carbone et de l'azote. Donc, ils sont indispensables, ils participent au cycle géochimique des éléments nutritifs, comme par exemple l'azote. Et on a vu, on a vu en ce qui concerne le cycle de l'azote, le rôle des bactéries dans l'ammonification, dans la nitrification, la dénitrification de l'azote. Donc, ils participent au cycle du carbone, de l'azote et au bon fonctionnement de plusieurs cycles également, même du soufre. Le régime alimentaire, donc ils se nourrissent de la matière organique et de l'azote atmosphérique pour ceux donc qui vont fixer l'azote, oxyder l'azote atmosphérique. Alors les champignons, quant aux champignons, leur rôle c'est la dégradation de la matière organique morte. Et donc, on va trouver le régime alimentaire, ceux qui vont se nourrir des résidus des végétaux. On peut trouver des champignons parasites et des champignons symbiotiques, par exemple, au niveau des mycorhizes. Pour les algues, alors les algues qui vivent dans le sol, ils sont capables de créer, donc leur rôle c'est créer de la matière organique à partir des éléments minéraux sans photosynthèse. Donc, ils peuvent se nourrir des arthropodes dans le sol. Donc, le rôle et le régime alimentaire de la faune. Donc, vous avez la microfaune, mésofaune et macrofaune. Pour la microfaune, ce sont des microphages, ce sont des consommateurs de colonies bactériennes. Le régime alimentaire se base sur les champignons, bactéries, débris organiques, algues. Donc, leur action de prédation, ils stimulent le renouvellement de la microflore. Ce sont les régulateurs de la population de la microflore. Mésophones, ce sont donc surtout des broyeurs de feuilles et ils se nourrissent des résidus de végétaux, les algues, les champignons et les bactéries. Les macrophones, ce sont les ingénieurs de l'écosystème. Il assure donc la fragmentation des matières organiques et le brassage avec la matière minérale. Donc, en se déplaçant du haut vers le bas et du bas vers le haut, il assure le mélange de la matière organique avec la matière minérale. Et puis, les ingénieurs de l'écosystème, vu par exemple, si vous prenez les fourmis et les lombrics, ils creusent des galeries. Et donc, en creusant des galeries, ils vont assurer l'aération, les pores, la création des pores, donc l'aération, la circulation de l'eau, et puis l'infiltration des racines. Alors, le régime alimentaire se base sur les résidus de végétaux, les champignons, bactéries, cadavres et invertébrés. Vous voyez donc ici qu'il existe un réseau trophique complexe entre ces organismes-là qui assurent l'équilibre et la bonne nutrition et la bonne dégradation de la matière organique et la minéralisation. Donc, on a vu que parmi la macrofaune, vous avez les vers de terre. On va faire un zoom sur les vers de terre parce qu'ils sont très importants dans la fertilité du sol. Donc, les vers de terre représentent, dans un hectare, on trouvera 1 tonne de vers de terre, 7000 espèces. Et on trouve différents groupes écologiques. On va trouver les épigées, les endogées et les anéciques. Les épigées qui vivent à la surface du sol. Les endogées, on les trouve dans le sol à l'intérieur. Ils creusent des galeries horizontales, superficielles. Mais les anéciques, ils creusent des galeries, comme vous voyez donc ici un anécique qui a creusé des galeries profondes et ils creusent des galeries verticales. Ils sont profondes mais verticales et donc ce sont des bio-indicateurs de la fertilité du sol. Donc ici le tableau, il montre les différents groupes écologiques de vers de terre. Donc on a une certaine diversité même à l'intérieur de l'espèce. Donc, on a dit, on trouve 3 catégories, 3 groupes écologiques, les anéciques, les endogées et les épigées. Alors, les anéciques, ce sont les vers de terre qui creusent des galeries verticales et profondes. Donc, leur habitat se trouve dans toutes les couches du sol jusqu'à 3 à 4 mètres de profondeur. Ils peuvent donc
Ils peuvent s'enfoncer profondément, même dans les sols limoneux, qui sont très, avec, c'est-à-dire qui ont une texture, c'est-à-dire qui n'est pas très poreux. Donc, ils peuvent creuser des pores sur ces sols-là. Alors, le plus souvent, donc on trouve leur taille de 15 à 45 cm de longueur. Ce sont les plus grands. On peut trouver des tailles très importantes parmi les anéciques. Ils tirent pour l'alimentation, ils tirent de grands débris de plantes dans leur galerie d'habitation. C'est-à-dire, ils peuvent aller à la surface, tirer des débris et les placer dans leur galerie. Ils ont une multiplication limitée, une durée de vie longue de 4 à 8 ans. Donc, par exemple, on trouve les lambriques, les vers à tête noire. Pour les endogés, ce sont des espèces qui creusent des galeries horizontales et superficielles. Donc, les anéciques, ils creusent des galeries verticales et profondes. Et les endogés, ils creusent des galeries horizontales et superficielles. On les trouve dans la couche arable, 5 à 40 cm. Ils sont donc moins profonds, ils se trouvent dans la couche qu'on cultive. Dans les sols minéraux et humiques. Alors, ils sont petits, ils sont plus petits par rapport aux anéciques, jusqu'à 18 cm de longueur. Leur alimentation, c'est des débris de plantes mélangés avec de la terre de la couche arable. Donc ici, ils mangent la matière organique avec de la terre. Ils ont une multiplication également limitée, une durée de vie de 3 à 5 ans. On trouve par exemple le Octalasium lacteum. Pour les épigées, ce sont les espèces de vers de terre qui vivent dans la litière de surface. Donc, on les trouve à la surface, surtout dans les prairies et les forêts. Ils ont une taille petite, le plus souvent entre 2 à 6 cm. Ils s'alimentent de petits morceaux de plantes restés à la surface du sol. Et les épigées, ils ont une multiplication par rapport aux autres très forte, c'est-à-dire forte par rapport aux endogés et aux anéciques. Ils ont une durée de vie courte, de 1 à 2 ans. Par exemple, on trouve les vers du compost et les vers rouges de marécage. Donc, voici en ce qui concerne la diversité Pour cette figure, il résume un petit peu les rôles des lambricides dans le sol, c'est-à-dire les lambriques. Donc, on commence ici, vous avez des débris des végétaux, les matières organiques prélevées sur le sol et dans le sol sont fragmentées par les lambriques. Ils sont donc fragmentés, puis vous avez, ils sont malaxés dans leur tube digestif avec la terre. Donc, en présence des diastases, des enzymes, des microbes et de l'argile, ils subissent la dégradation et les débuts d'humification. C'est-à-dire, vous avez dans le tube digestif des vers de terre, vous allez trouver des bactéries et des champignons dans leur tube digestif avec de la terre et de la matière organique. Oui, donc ces matières organiques qui sont donc assimilées, malaxées dans le tube digestif, une partie va être assimilée, une partie va être rejetée sous forme de tortillons. Alors les tortillons, les déjections des vers de terre à la surface du sol, on va trouver ce qu'on appelle les turricules. Les turricules, ce sont donc des déjections des vers de terre à la surface du sol. Donc ici, les tortillons, on va les trouver à la surface, à l'intérieur, vers les profondeurs, dans des galeries. Oui, donc ici, vous avez les galeries qui sont surtout fabriquées par les anéciques. Donc, ils sont rejetés sous forme de tortillons en matière organique à la surface du sol et dans les cavités du sol, dans les cavités qu'on vous voyez donc ici, et l'humification se poursuit. Il se poursuit à travers les bactéries et les champignons. Ainsi, vous avez de la matière organique qui est répartie de manière homogène dans toute la masse du sol. Donc ainsi, comme vous voyez donc ici, vous allez trouver de la matière organique
partout dans des galeries, à la surface, ici vers la partie moyenne, vers les fonds. Donc, on va trouver toutes ces parties-là, on va trouver de la matière organique répartie. Bien sûr, il va être mélangé même avec la partie minérale. Donc, les racines, ils vont bénéficier de l'enrichissement des tortillons en éléments assimilables d'origine organique, mais aussi d'origine minérale. Donc, les racines, ils vont, parce que on va voir un tableau où il y a les turucules, une comparaison entre les éléments nutritifs qui se trouvent dans les turucules et dans le sol. On va trouver que les turucules sont plus riches en éléments nutritifs. Et donc, les racines ici, ils vont s'infiltrer dans les galeries et vont profiter de ces éléments nutritifs qui sont présents dans la matière organique. La flore microbienne, il est rajeuni par son passage incessant dans le tube digestif de toute la faune du sol. Donc, la régénération de la matière organique qui se fait par toute la faune, y compris les lombrics. La circulation de l'eau et de l'air, il est améliorée par l'existence de nombreuses galeries verticales et horizontales. Donc, vous avez des galeries, on a vu qu'il existe des galeries horizontales créées, qui sont fabriquées par les endogés, et les anéciques, ils fabriquent des galeries verticales. Donc, au niveau de ces galeries, l'eau et le sel minéraux, les racines, ils vont s'infiltrer. Et en été, les racines, à la recherche de l'eau, profitent des galeries profondes laissées par la descente des lombrics. Donc, l'eau qui se trouve, l'air qui se trouve ici, ils vont donc aider la microflore et les racines à se nourrir, à profiter de cette eau qui existe dans ces galeries-là pendant l'été, pendant donc la période où il n'y a pas d'eau. Donc, en résumé, voici ici le rôle des lombriciens dans le sol et ça montre qu'ils sont donc des indicateurs de la fertilité. Donc ici, vous avez les turucules. Donc ça, c'est une turucule de vers de terre, les déjections de vers de terre à la surface du sol. Ils sont, donc comme on voit ici, vous avez la teneur en éléments chimiques, le calcium, magnésium, azote, phosphore et potassium. Teneur du sol en pourcentage et la teneur du turucule en pourcentage. Si on prend le calcium, vous avez 19,9% dans le sol, 27,9% dans les turucules, magnésium 1,62%, 4,92 dans les turucules, l'azote 0,04% dans le sol, 0,22 dans les turucules, le phosphore 0,09, 0,67 dans les turucules, potassium 0,32 dans le sol, 3,58 dans les turucules. Donc vous voyez donc ici que les turucules, ils sont plus riches en calcium, magnésium, azote, phosphore et potassium. Ils sont plus riches. Donc le passage de la microflore dans le tube digestif, c'est-à-dire l'assimilation de l'azote qui existe dans les bactéries et les champignons, donc une partie va être assimilée, une partie va être rejetée dans le sol avec la matière organique, dans les déjections, et donc ils sont plus riches. C'est comme si vous avez les vers de terre, ils concentrent les éléments minéraux dans leur turucule. Donc, ils fertilisent le sol en éléments minéraux, donc c'est pour ça qu'ils sont très importants. Alors, les vers de terre, ce sont des indicateurs biologiques de la fertilité du sol. Si on veut donc chercher si le sol il est fertile ou pas, on peut chercher par exemple à dénombrer par exemple les épigées ou bien les endogées ou bien les anéciques ou bien les trois. Donc les épigées vers la surface, il assure la décomposition, comme on a vu, de la matière organique. Les endogés, donc en général ici, le rôle principal, les endogés vers les profondeurs par les galeries horizontaux, ils assurent la porosité. Et les anéciques, qui sont les ingénieurs de l'écosystème, donc on les trouve, ils assurent la porosité également parce qu'ils creusent des galeries verticales. Et le brassage de la matière organique et la matière minérale. Donc, ils peuvent
apporter de la matière organique de la surface vers les profondeurs et également à travers leur nourriture à partir des bactéries et des champignons, ils peuvent donc augmenter les éléments minéraux qui existent dans le sol et également mélanger la matière organique avec la matière minérale. Alors, le 7e point, vie du sol et interaction des organismes. Alors, dans cette partie-là, nous allons voir des figures avec des paragraphes comme une petite histoire de ce qui se passe dans le sol. Donc, on va partir de la première figure. Vous avez des lapins, les souris, les serpents. Ils mélangent et déplacent, ou bien ils creusent la terre pour se nourrir, ou bien trouver un abri. De cette manière, ils mélangent la litière, ils favorisent les échanges et aident à amorcer les réactions de décomposition de la matière organique. Et puis, un deuxième point, de leur côté, les vers de terre, les taupes, les cloportes ou bien les fourmis creusent de longues galeries dans le sol et facilitent le passage de l'eau ou bien de l'oxygène, favorable à la vie des autres organismes du sol ainsi qu'à la colonisation des racines des plantes. Et puis, les micro-organismes, ils aident également à la structuration du sol. Par exemple, les champignons mycorhiziens, ils produisent une substance qu'on appelle la glomaline qui agit comme une colle de sol en stabilisant les agrégats. Cela aide à maintenir les pores et les canaux dans la terre, favorable au passage de l'eau et de l'air et limite l'érosion. À la surface du sol, on retrouve des feuilles mortes, des restes de végétaux, voire des cadavres ou bien des déjections d'animaux. Cela constitue la matière organique morte. Les phytophages, ce sont donc des vers de terre, des cloportes, des collemboles, des acariens, les phytophages. Ils vont découper les feuilles en fragments de plus en plus petits et ils les ingèrent en assimilant une partie et rejettent le reste dans leur boulette fécale. Les zoophages, ils se nourrissent des animaux vivants ou bien morts. Les phytophages et les zoophages, ils relarguent, c'est-à-dire ils jettent les matières organiques de plus en plus décomposées. Les micro-organismes décomposent les matières en putréfaction et minéralisent la matière organique pour la transformer en nutriments assimilables par les plantes. Donc, voici en ce qui concerne une vue synthétique de vie des sols et un exemple d'interaction entre les organismes du sol.